Bonjour et merci de venir passer un peu de temps avec nous. Si on a décidé de venir vous parler ce matin avec Marie, c'est pour vous parler de schizophrénie, parce qu'un peu de psychanalyse de bon matin, ça fait du bien. Aujourd'hui, un créatif qui veut monter son agence, son studio, devenir freelance, c'est plus seulement un créatif. C'est vrai, moi par exemple aujourd'hui je suis directrice artistique mais aussi conceptrice-rédactrice, web designer, associée, co-gérante, DRH, comptable et surtout je suis la seule à avoir compris comment fonctionnaient les congés payés, ce qui est pas mal. De mon côté, je suis directeur conseil, directeur commercial, associé, co-gérant, recruteur, référenceur, chef de projet. Je manie la fourchette et j'excelle dans l'Excel et je suis spécialiste des relances clients. Et du coup, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, tout ça, ça peut devenir un peu compliqué. Au mieux, on se met à tester toutes les fontes sur Excel pour que le tableur soit plus joli. Au pire, on envoie un petit SMS le soir à son client. Moi aussi, j'ai hâte de te voir un peu plus. Et oui, et le doute finit par s'installer. Est-ce que moi, créatif, designer, illustrateur, est-ce que je suis capable de faire face à cette névrose permanente ? Est-ce que moi, jeune entrepreneur, ayant des clients à satisfaire, est-ce que je vais être encore capable d'originalité, de créativité ? Bienvenue dans le monde de Docteur Créatif. Et Mister Entrepreneur. Bienvenue dans notre monde. Alors, petite slide d'intro. En parlant de monde, justement, il y en a deux qui peuvent apparaître opposés quand on est créatif et entrepreneur à la fois. Le monde de la création et le monde de l'entrepreneuriat. Quand on est un créatif entrepreneur ou un créatif qui doit faire face à des entrepreneurs, on peut avoir tendance à se dire que c'est un monde qui n'est pas fait pour nous en fait. Le monde du business, du réseautage, le monde de l'administratif, c'est quelque chose qui a tendance à nous faire peur. On se dit qu'on n'a pas sa place, voire que voilà, les businessmen ils sont un petit peu là pour nous entuber. Oui, mais comprendre ce monde du business, c'est aussi comprendre les problématiques de nos clients, qui sont souvent des entrepreneurs ou des personnes à des postes clés. Donc je pense que c'est important de les comprendre pour être plus... On s'est rendu compte que la meilleure manière de donner envie de travailler avec nous, c'était surtout de nous livrer, quoi. Un petit peu ce qu'on est en train de faire ce matin aussi. Voilà, un petit peu. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créatifs et entrepreneurs, ou d'entrepreneurs d'ailleurs tout court, qui ont une vraie histoire à valoriser en fait, que leur projet ils aient abouti, ou bon, peut-être que le projet n'est pas abouti, peu importe. Les entrepreneurs, c'est des gens qui fédèrent autour d'eux, c'est des gens qui montent les projets. Et du coup, toute cette matière personnelle-là, il faut vraiment s'en servir lors d'une représentation, un rendez-vous client ou une recherche de partenaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre vie d'entrepreneur, c'est un vrai plus commercial et humain.
Donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. Il faut arrêter un petit peu d'être trop humble face à ça et tout simplement être fier de son parcours. Ouais, un créatif, pas besoin, j'ai Photoshop à la maison. Sauf qu'un créatif, c'est pas juste quelqu'un qui dessine un Mickey sur un bout de nappe, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose en plus. Et j'ai un peu le sentiment que les entrepreneurs, quand ils commencent leur projet, pensent qu'ils peuvent se passer finalement du créatif. Soit par raison économique, budgétaire, voilà, soit parce que tout simplement, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils pensent qu'ils en sont capables. Voilà. Ce qui peut être possible. Oui, mais c'est vrai qu'un inventeur, un entrepreneur, c'est surtout un inventeur avec souvent beaucoup d'imagination. Donc c'est le premier à avoir l'idée, la porter, la développer. En fait, on peut considérer que c'est le premier créatif. Je crois simplement que lorsque le créatif, et la première fois que le créatif et l'entrepreneur se rencontrent, l'entrepreneur est déjà parti dans la réalisation, le prototypage, la logistique de son projet. Ouais, ok, mais le rôle du créatif, c'est quand même de replacer le fond du sujet au cœur du débat. Du coup, le dialogue entre le créatif et l'entrepreneur, il est hyper important. Le créatif, il est là aussi pour ramener du recul finalement à l'entrepreneur et lui dire, voilà, souviens-toi que le fond de ton sujet, c'est ça, que ta vision, c'est ça. Du coup, finalement, être créatif et entrepreneur à la fois, ça fait gagner du temps. Parce que d'un côté, notre entrepreneur nous permet de comprendre la logistique, les contraintes économiques du projet. D'un autre côté, le côté créatif nous permet de faire face à des financiers purs et durs en déplaçant le débat sur le fond du sujet. Finalement, un créatif qui sait parler le même langage que l'entrepreneur saura plus facilement convaincre et démontrer sa valeur. Donc en conclusion, si on veut essayer de rassembler deux mondes qui apparemment s'opposent, le monde de la création et le monde de l'entrepreneuriat, il faut apprivoiser le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est une clé essentielle du créatif. Oser raconter sa véritable histoire d'entrepreneur. Ne pas oublier que l'entrepreneur est le premier créatif. Instaurer, voire forcer le dialogue. Quand on est entrepreneur et créatif à la fois, on est souvent sujet à cette frustration qui est de se satisfaire son propre ego, sa propre satisfaction, ou celle du client. Alors moi, en tant que créative, en fait, il y a quelque chose qui me frustre particulièrement, c'est le syndrome du mauvais goût. Voir que tu as fait une piste créative et que finalement ton client il a choisi celle qui était la plus mauvaise, la proposition rebutoire un peu. Ou ton client qui te demande tellement de modifier ta piste qu'au final elle devient mauvaise. Ou encore, le client qui n'a pas le goût, ça existe aussi, quoi. C'est une situation en fait qui est très très frustrante et qui amène souvent beaucoup de déception côté créatif. Je comprends bien, cependant, si tu veux, au niveau de la satisfaction client, c'est un enjeu capital pour l'entrepreneur. Parce que il faut qu'il paye, déjà, qu'il revienne et qu'il recommande, pourquoi pas. Donc accepter que le client connaisse son sujet, je pense que c'est aussi très important pour le créatif, pour avancer avec lui. J'entends, mais si le créatif il est continuellement insatisfait, ça peut nuire à la bonne collaboration entre créatif et entrepreneur. Au final, le rôle du créatif, c'est quand même d'amener une solution nouvelle, un regard, une expertise, une vision. Du coup, je pense qu'il ne faut pas dévaloriser cette expertise-là au profit du consensus. Ouais, mais cependant, la confiance, elle se construit quand même avec le temps, la durée. Il faut se dire que le fait que le client n'accepte pas forcément tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il va pas revenir et te dire ouais, en fait, tu avais des bonnes idées, on y va, quoi. Maintenant, j'ai compris, quoi. Donc, il faut bien se dire qu'il faut rester patient dans la construction de cette relation avec le client. C'est vrai. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'on a appris en fait au fil de nos 8 années, c'est l'importance en fait de la solidarité au sein de l'équipe, notamment entre créatifs et consultants, comme par exemple Régis et moi. D'un côté, les créatifs, il ne faut pas qu'ils se disent que les consultants vont pouvoir tout faire passer. Et à l'inverse, c'est vrai que les consultants, il faut croire en les créatifs, hein, c'est quand même eux qui au final ont une vision souvent plus originale du projet, qui dénote par rapport à peut-être l'idée qu'on s'était même fait du brief de notre client en tant que consultant. Je pense que l'intérêt de tous, c'est que les créatifs et les consultants se fassent confiance et se défendent les uns les autres. Il faut quand même avoir confiance dans l'expertise de chacun, on joue tous dans la même team. C'est sûr.
En conclusion, si on veut essayer de satisfaire sa propre satisfaction et la satisfaction du client, il faut ne pas oublier que le client connaît bien son sujet. Il faut miser sur la relation longue durée. Et enfin, jouer collectif, faire confiance à ses coéquipiers. Alors on ne peut pas parler de création et d'entrepreneuriat sans aborder le sujet de la créativité et de la rentabilité, forcément. Une autre de mes frustrations en fait en tant que créative, c'est le projet qui arrive, qui est super, mais il n'y a pas assez de budget ou il n'y a pas assez de planning. Donc on ne peut pas amener d'autres créatifs en renfort, on ne peut pas pousser plus loin la réalisation du projet. Donc tout ça, c'est vraiment vecteur, encore une fois, de frustration. Ça a tendance finalement à démotiver les créatifs, voire à annihiler complètement leur créativité. C'est vrai que de mon côté, par contre, les projets créa, moi j'adorerais en faire beaucoup plus, mais c'est pathologique pour moi en tant qu'entrepreneur. Il faut aussi que j'amène un retour sur investissement qui soit crédible. Donc les choix des projets, je les fais aussi en fonction des charges fixes de la société. Et des fois, je dois faire passer des projets plus alimentaires versus des projets plus stimulants, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que finalement, on peut utiliser le manque de budget pour apporter de la créativité. Depuis plus d'1 an, on travaille avec une société, une start-up lyonnaise, en fait, qui s'appelle Speak Plus. Et Siro est ici. On est les meilleurs ambassadeurs de nos clients. Voilà, c'est ça, comme la confière. Voilà. Du coup, Speak Plus, en fait, il propose des cours de langue étrangère via webcam, en live, avec des coachs natifs. Et récemment, ils ont participé à un salon international des langues étrangères. Forcément, Speak Plus, c'est une start-up, donc ils n'ont pas forcément les moyens démesurés, ils sont encore en levée de fonds. Du coup, Siro nous a demandé en fait, d'apporter un petit dispositif sur le salon qui pourrait permettre de créer du trafic. Et là, on s'est creusé la tête, on est allé chercher très loin, et au final, on lui a proposé ce trompe-l'œil, en fait. Donc c'est tout simple, c'est un carton découpé, vous passez votre tête à l'intérieur, et puis ensuite vous le prenez en photo. Vous avez l'habitude de retrouver ça sur des parcs d'attractions, des choses comme ça. Sauf que nous, ce dispositif-là, on l'a transposé, en fait, dans un salon professionnel. Et du coup, en faisant ça, finalement, ça a créé du buzz sur son trafic. Il y a plein de gens qui sont venus voir parce qu'ils étaient curieux. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est vrai que du coup, cela nous a poussé à nous dépasser. Le fait de ne pas avoir forcément un budget, on a pu mettre en place au final un dispositif qui était original, décalé et abordable. Autre chose, quand on parle de rentabilité, bien sûr, c'est la notion d'argent. Quand on est un créatif, c'est une notion qui est assez complexe. En fait, on a peur d'en parler, on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Il y a presque des créatifs qui sont un peu paranoïaques, genre mon client va à tout prix baisser les coûts, il va m'entuber, etc. En même temps, les créatifs, il faut aussi qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas hésiter à relancer pour être payé. Vous avez quand même fait un boulot, c'est normal que vous soyez payé pour ça. Donc, imposez aussi vos conditions de règlement et essayez de négocier, parce que ça peut toujours fonctionner. Ouais, finalement, il faut bien se rendre compte que l'argent, c'est pas sale, et la passion que vous pouvez ressentir dans votre métier, elle n'est pas contradictoire avec le fait de gagner sa vie. Et ça, les créatifs qui veulent travailler dans le monde de la communication doivent en être vraiment convaincus. Je pense que cette frustration, elle naît du fait que les créatifs ne connaissent pas forcément toujours leur valeur marchande. C'est quand même super important de ne pas hésiter à bien fixer son prix journalier à chaque niveau de vie, et donc de bien étudier tout le marché par rapport à ça. D'autre part, il faut aussi se dire que quand on vous rémunère pour un projet, vous passez un contrat avec le client. Le contrat, c'est pas une notion unilatérale en fait. Les deux parties ont des efforts à faire et des comptes à rendre, pas uniquement le créatif. Du coup, encore une fois, il ne faut pas dévaloriser votre expertise en fait pour plaire à tout prix à votre client. Il faut aussi savoir éduquer un petit peu le client en lui expliquant quel temps vous allez passer, comment vous allez faire un petit peu ce que vous allez mettre en place pour lui. C'est clair, la conciliation, elle est souvent plus accommodante et on s'y retrouve plus facilement au niveau du créatif. Mais révélation, vous avez le droit de dire non. Et vous verrez que même si ça peut faire peur comme ça, le client, quand vous lui dites non, ça lui en impose, quoi. Il voit plus de crédibilité.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Il vous voit plus crédible par rapport à ce que vous pouvez lui proposer. Et savoir dire non, c'est aussi savoir se faire désirer. Exactement. Et finalement, quand on est créatif et entrepreneur à la fois, en fait, on apprend à parler d'argent avec beaucoup moins de complexe. On apprend à savoir se vendre. Et au final, c'est une force, encore une fois, commerciale. Donc en conclusion, si on veut essayer de rapprocher rentabilité et créativité, il faut utiliser le manque de budget comme un moteur de créativité. Bien connaître sa valeur marchande. Et savoir dire non, car c'est savoir se faire désirer. Évidemment, quand on est créatif et entrepreneur, le temps, on n'en a pas beaucoup, surtout quand il faut le partager entre temps de création et temps de gestion. Un créatif, aujourd'hui, il doit avoir l'esprit libre, en fait. Il doit avoir du temps de cerveau disponible. Et ça, c'est pas toujours évident quand par-dessus, vous avez des questions administratives, de RH, de compta, l'URSSAF à la porte, qui vient frapper. En plus, toi, tu as tendance à gérer pas mal de projets, et heureusement d'ailleurs. En plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien, qui est notre associé et qui est aussi avec qui tu es en couple, donc il faut aussi réussir à conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Donc là, tu viens de me donner envie de me flinguer. Oui, c'est vrai qu'en fait, le plus dur dans tout ça, c'est de ne pas s'oublier soi-même finalement. À un moment donné, moi, je vivais, je respirais, je pensais qu'à l'agence. Je faisais passer le nom de l'agence en fait avant mes propres problématiques. Et du coup, j'ai fini par saturer concrètement. J'avais oublié finalement qui j'étais professionnellement, voire personnellement. Du coup, il a fallu en fait que je me reconcentre sur moi, que je prenne du temps pour moi et que je reprenne goût finalement à faire les choses. Et ça, je pense que tous les créatifs et entrepreneurs ont déjà vécu un petit peu ce moment-là. Donc il faut apprendre finalement à un moment donné à savoir se poser et refaire des choses pour soi. Et je crois que Régis aussi a eu un petit passage à vide. Bah oui, moi bizarrement, dans la même logique, on a été un petit peu submergé par Mute pendant ces années. Mais ma solution pour moi, ça a été d'aller encore plus loin dans l'entrepreneuriat et de m'engager auprès des réseaux de start-up, des entrepreneurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient passionnés par leur métier et que ça redonnait vraiment goût à la créativité et à la notion de vas-y, retourne-y, on va bosser, quoi. C'est du bon, quoi. Ouais, c'est la cour de récré, quoi. Ce qui est important aussi, c'est de bien connaître ses forces, mais surtout bien connaître ses faiblesses. Accepter qu'on ne peut pas toujours tout faire. Et ça, c'est compliqué pour les créatifs et entrepreneurs. Oui, apprendre à déléguer les tâches sur les faiblesses qu'on peut avoir, c'est quand même super important. Ne pas hésiter à s'entourer des meilleurs et fédérer des gens autour de soi pour pouvoir réussir à répondre à tous les projets. Même si cela semble pouvoir prendre beaucoup de temps, voire de l'argent, cet investissement au final sera d'autant plus rentable dans le temps. Oui, bref, sous-traiter, co-traiter, développer les partenariats, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Faire confiance aux experts, ils le méritent. On peut trouver de la créativité partout. Moi, par exemple, j'en ai trouvé aussi dans la gestion et j'ai une solution miracle. Je ne range plus mes mails. Comme ça, je gagne du temps. Et en fait, j'utilise Google qui nous a sorti un super moteur de recherche, bizarrement, il y a des années. Et en fait, ils l'ont adapté à Gmail. Et en fait, quand on cherche des mails avec le moteur de recherche, on trouve tout ce qu'on veut. Après, je me mets des petits mots dans chaque mail pour pouvoir vraiment les retrouver. En fait, j'ai adapté et créé ma propre manière de m'organiser et cela m'évite de perdre trop de temps. Oui, donc moi en fait, je suis une vraie personne organisée, pas comme Régis. Et du coup, le fait d'être devenu entrepreneur, finalement, ça m'a encore plus structurée. Et finalement, cette structuration, cette organisation, elle est bonne aussi dans la création. Puisque savoir construire un discours argumenté, savoir synthétiser, c'est une clé vraiment, encore une fois, essentielle pour un créatif, notamment pour un bon directeur artistique. Donc en conclusion, si on veut essayer d'allier temps de création et temps de gestion, il faut aller voir ailleurs si j'y suis, ça fait du bien. Placer les bonnes personnes au bon endroit. Être créatif, même dans la gestion comptable. Et être structuré, c'est un véritable atout créatif. Bon, maintenant on va essayer de se réconcilier. Alors comme on va pas le faire comme eux, parce qu'on n'est pas à ce point-là fou, les créatifs ou les entrepreneurs, ce qui est bien, c'est quand même on se lève tous les matins en se disant que notre journée elle va être différente. Donc créatif comme entrepreneur, on a envie de faire bouger les choses, on a envie de changer les mentalités, donc on se retrouve tout de même vachement bien là-dessus.
et on partage l'envie de sortir de notre zone de confort et d'entraîner du monde avec nous. Ouais, c'est vrai. Et même si ça peut être frustrant, voire schizophrénique, il y a peu de domaines finalement où on éprouve autant de liberté. Du coup, il faut conserver cette motivation pour garder notre optimisme au quotidien, parce que c'est pas toujours facile. Alors, si vous voulez, faites comme nous, tentez la névrose, parce que là où vous allez, vous n'avez pas besoin de route. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va vous faire passer les micros. Oui, c'est l'heure de partir. Bonjour, Laurent Beaumont. Alors, je me suis beaucoup retrouvé dans votre présentation, c'est très sympa, parce que j'ai suivi à peu près le même parcours que vous. Je suis effectivement d'origine créative, j'ai fait la société, aujourd'hui, dans un groupe. Il y a vraiment des similitudes qui sont intéressantes. J'aurais quand même. Alors, je suis aussi retourné sur la nécessité de savoir dire non. Et je vais citer apporter un témoignage. On a beaucoup, pendant longtemps, au début notamment, dit oui. Et depuis le moment, on n'a jamais pas remporté de marché. Par contre, j'aurais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une dichotomie entre créatif et entrepreneur. Est-ce que vous qualifieriez plus d'entrepreneur ou plus de créatif? Ou est-ce que vous arrivez à faire la parité entre les deux? Alors, je pense que moi, je me qualifie vraiment de créative, parce que c'est vraiment ça qui me fait lever le matin. Enfin, c'est ce que j'aime faire en fait auprès de mes clients, c'est apporter une forme visuelle finalement. Mais après, c'est vrai que le côté entrepreneur fait quand même partie de ma personnalité. Donc, s'il fallait vraiment faire un choix, je pencherais pour la création. Mais je pense qu'au fil des années, on a quand même su justement allier un petit peu les deux. Ouais, moi ça serait l'inverse, forcément. Ça se sentait un petit peu aussi, mais c'est vrai que j'ai déjà investi dans d'autres sociétés. Comme je le disais, j'ai investi dans temps aussi pour ça. Donc j'adore créer, j'adore avoir des nouvelles idées avec les créas, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, l'envie de bouger, ça c'est intrinsèquement au fond de moi-même. Et je suis d'accord avec vous, depuis qu'on dit non, on vient nous chercher aussi. D'autres questions? On ne dit pas toujours non non plus. Faut pas... Bonjour et merci pour la présentation. Je suis Alexandre, donc, je dirige une agence digitale à Paris. Et justement sur cet aspect un peu émancipation de la création, un peu comme Google laisserait une journée d'employés par semaine pour travailler sur leur projet, est-ce que vous allouez un temps défini ou un temps limite justement à tenter des choses, à essayer de développer des projets personnels ou qui seraient liés à des projets d'agence qui ne seraient pas forcément clients? Oui, tout à fait. En fait, c'est pareil, on a découvert un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ, on ne le faisait pas du tout. Et récemment, en fait, on a décidé d'autofinancer certains projets. Bon là, en l'occurrence, celui qu'on a autofinancé, c'était pour présenter l'agence, donc ça nous servait aussi professionnellement. Mais je pense qu'à terme, on autofinancera aussi des projets plus personnels. Et c'est vrai que nous, on est une petite structure, hein, on est moins de 10 personnes, donc on ne peut pas non plus faire des miracles, on n'a pas 100 000 € à mettre sur un projet comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, autofinancer à certains moments des petits projets qui refédèrent l'équipe et qui permet un peu d'avoir l'esprit plus libre, c'est hyper important. C'est vraiment une source de la récréation et ça fait plaisir à tout le monde. On a une autre solution aussi, c'est que c'est vrai qu'on a décidé de s'allouer quelques projets dans lesquels on a vraiment envie d'investir du temps avec des clients dans lesquels on sent une vraie passion, où on se retrouve avec eux et au final on va faire des remises exceptionnelles avec ces clients-là parce que il faut le faire aussi pour libérer aussi un peu de créativité et ça leur permet de sortir l'esprit et d'avoir des trucs un peu plus stimulants, quoi. C'est vrai qu'on investit beaucoup dans certaines startups en fait. On a parlé de Speak+, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Et la startup, c'est un peu un fonctionnement qui va bien parce que c'est très organique finalement. On défait les choses et ça permet de prendre le projet à la base, donc du coup aussi d'être plus libre en termes de création que sur une entreprise qui est déjà en place.
Marie, David, merci encore et bravo pour la présence. Merci. Merci.